Bismillah, chers élèves, on va essayer aujourd'hui de renforcer bien sûr les connaissances en se basant sur le soutien scolaire. Bien sûr, les leçons qu'on va viser aujourd'hui, c'est l'eau dans notre environnement et la masse et le volume. Alors, les exercices, le premier exercice qu'on va traiter aujourd'hui est l'exercice 1. Vous avez ici répondre par vrai ou faux. Alors, on avait vu déjà avant, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Alors, on va essayer de voir ces phrases-là, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? Alors, la première phrase est la suivante, vous avez l'eau douce représente 98% de l'hydrosphère. Alors, avant de traiter cette phrase, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est l'ensemble où se trouve l'eau sur la Terre. Alors ici, vous avez l'hydrosphère, bien sûr, on les a déjà vus au cours. Alors, ce sont des eaux souterraines, ou bien sûr, donc, les nuages, ou la neige, ou bien les nuages sous la Terre, donc ici, ou l'eau sur la Terre, donc ce qu'on appelle l'hydrosphère. L'hydrosphère, ce sont des réserves de l'eau. Alors ici, cette phrase, est-ce qu'elle est vraie ou faux? Donc je vais la écrire ici. Donc correction de l'exercice. Exercice 1, exercice numéro 1. Alors, la première question, elle est là. Donc l'eau, bien sûr, l'eau douce, alors, représente, alors, est-ce qu'il représente cette, donc, est-ce qu'il va représenter, bien sûr, représente 98% de l'hydrosphère. L'hydrosphère. Alors, est-ce que cette phrase est vraie? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bien sûr, on sait que la totalité de l'eau, bien sûr, est salée, alors que cette phrase, bien sûr, on va mettre que c'est faux. Alors, je vais mettre ici cette phrase, donc vous allez mettre un faux ici. Parce que si la majorité des eaux, bien sûr, c'était bien, mais grâce donc, à la saleté des eaux, bien sûr, ce pourcentage n'est pas vrai. Alors, je passe à la deuxième phrase. Ici, je passe à la deuxième phrase. Vous avez petit 2. Alors, ici, vous avez l'unité internationale de volume et le mètre cube. Alors, je l'écris là. Donc, ici, l'unité internationale. Alors, internationale, une unité internationale de volume, du volume, et le mètre cube. Bien sûr, on sait, d'après le cours, que l'unité légale, c'est le mètre cube, alors que cette phrase est vraie. Donc, on va mettre ici vrai. Voilà. Ici, là, on passe à la troisième question. Alors, la troisième question dit, est-ce que, bien sûr, alors on avait vu, un solide compact prend la forme de récipient. Alors, on avait vu déjà dans le cours que les solides sont en deux types, donc les solides compacts et les solides non compacts. Alors que les solides compacts, bien sûr, ils gardent la forme, ils ont une forme propre, parce qu'ils ne prennent pas la forme de récipient dont ils existent. Alors que les corps non compacts, bien sûr, comme la farine, comme le sable, etc., lorsqu'on les met dans des récipients, ils prennent, bien sûr, la forme de récipient. Alors, pour cette phrase-là, bien sûr, les corps solides compacts ne prennent pas la forme de récipient, ils gardent leur forme. Alors, cette phrase doit être fausse. Donc, un solide, alors je l'écris là, un solide compact. Alors, compact, il forme un seul bloc, bien sûr, prend la forme du récipient, dont il existe. Alors, bien sûr, on sait que, comme j'ai dit, que les solides, bien sûr, ont une forme propre. Bon, ici, c'est
la phrase est fausse. Voilà. Je passe maintenant à la 4e question. Alors, je vais lire cette phrase. Donc, les particules dans l'état solide sont dispersées. Alors, suite à ce qu'on avait dit avant, que les solides sont compacts, bien sûr, ils forment un seul bloc. Alors, les particules ici, bien sûr, ils ne sont pas dispersées, mais ils sont coordonnées et en collision. Bien sûr, c'est pour cette raison que les solides gardent la forme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette phrase? D'après ceci, donc, la phrase est totalement fausse. Alors, la 4e question, et là, je vais la écrire. Bon, 4. Les particules, voilà, les particules, bien qui constituent, bien sûr, les corps, les particules dans l'état solide, sont dispersés. Bien sûr, les particules ici. Alors, cette phrase, comme j'ai dit, c'est faux. Alors, je vais mettre ici un faux là, bien sûr, si vous avez bien saisi ce qui a été dit. Alors, maintenant, je passe au paragraphe suivant, donc bien sûr, à la séquence suivante. Alors ici, on va continuer. Alors, c'est la continuité. Alors, la 5e phrase, bien sûr, j'ai répété répondre pas vrai ou faux. Bien sûr, ici, le morceau de sucre. Le morceau de sucre, bien sûr, est un solide compact. Vous avez, comme d'ici, je passe à la question 5. Alors, la question 5, si j'ai pris un morceau de sucre, vous avez qu'il a une forme géométrique bien déterminée, qu'il doit garder à tout le temps. Bien sûr, c'est un solide compact. Donc, cette phrase est vraie. Donc, le morceau de sucre, voilà, de sucre est un solide compact. Est un solide compact. Alors, c'est vrai, bien sûr, parce qu'il a une forme et il la garde. Bon, c'est vrai, cette phrase est vraie. Alors, je passe à la 6e question. Alors, un gaz peut être saisi avec les doigts. Alors, on a vu déjà avant que les caractéristiques ou les propriétés soit des gaz ou des solides ou des liquides, alors, un gaz, bien sûr, s'échappe, bien sûr, donc il ne peut pas être saisi avec les doigts. Donc, cette phrase n'est pas tout à fait vraie. C'est pour ça qu'on va mettre ici un faux parce qu'il n'est pas vrai. On peut saisir simplement les solides. Bien sûr, les solides, on peut les saisir avec les doigts. Donc, un gaz, bien sûr, peut être saisi avec les doigts. Bien sûr, cette phrase, bien sûr, n'est pas tout à fait vraie. Là, c'est faux, parce que les solides ou les matières qu'on peut saisir, c'est les solides. Alors, ici, c'est faux. Bon, je l'écris en rouge, pardon. Alors, ici, c'est faux. Il me reste, donc ici, je passe à la 7e question. Alors, ici, on symbolise le volume par la lettre M. Alors, est-ce que cette phrase est vraie ou fausse? Alors, on sait, d'après le cours, que le symbole d'un volume, c'est la lettre V, alors que M, c'est réservé à la masse. Alors, cette phrase aussi, elle est fausse. Donc, on symbolise le volume par la lettre M. La lettre M. Alors, je dis, bien sûr, cette phrase, c'est fausse. Alors, ici, j'écris faux. Alors, c'est ça. Alors, donc, ici, la 8e question. Lorsqu'on déplace un liquide d'un bécher à l'autre, il conserve le même volume. Alors, bien sûr, les liquides, bien sûr, ils ont un volume propre, mais ils n'ont pas de forme propre. Alors que cette phrase, donc j'écris la 8e phrase, je vais la lire. Lorsqu'on déplace
un liquide d'un bécher à une éprouvette, il conserve le même volume. Bon, cette phrase est vraie, bien sûr, parce que la forme ou le récipient, bien sûr, ne change pas la forme ou le volume d'un liquide. Alors, 8, je l'écris là, donc huitièmement, donc ici, lorsqu'on change, lorsqu'on déplace, bien sûr, un liquide d'un bécher à une éprouvette, il conserve bien sûr le même volume. Bon, ici, c'est bien sûr, c'est vrai. Alors c'est ça. Alors, je passe à la 9e question. Vous l'avez, l'unité internationale de la masse, bien sûr, c'est le kilogramme, c'est trivial. Alors ici, vous mettez 9. Donc, l'unité internationale de la masse et le kilogramme. Bien sûr, c'est une phrase qui est aussi vraie. Alors ici, j'écris le vrai. Alors je passe à la dernière, c'est la 10e phrase. Alors ici, vous avez donc la masse d'un solide en changeant sa forme, bien sûr, c'est faux. Donc la masse, alors ici, d'un solide ne se change lorsqu'on change sa forme. Lorsqu'on change sa forme. Alors ici, bien sûr, le volume, la masse ne change pas lorsqu'on change. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc la masse, bien sûr, ne change pas. Alors ici, c'est vrai là. Alors maintenant, je passe au paragraphe suivant ici. Vous avez un tableau, bien sûr, sur lequel on va essayer de répondre tout de suite pour garder un peu de temps. Au repos, vous avez ici, lorsqu'on est au repos, la surface libre de l'eau est toujours plane et horizontale. Bien sûr, vous avez ici, dans les expériences qu'on avait faites, alors, lorsque vous placez ici de l'eau dans un récipient, toujours la surface libre de ce liquide-là est toujours plane et horizontale. Donc ici, c'est vrai. Alors, ici, vous allez mettre là, ici, un vrai là. Au lieu d'écrire, bien sûr, de faire le tableau entier, donc ici, vous allez mettre un vrai ici. Car le liquide, donc, toujours, il a une surface libre, plane et horizontale. Alors ici, vous avez la deuxième case, l'eau des rivières et des fleuves est une eau salée. Bien sûr, nous savons que l'eau des mers et des océans, c'est une eau salée, alors que l'eau des rivières et des fleuves, bien sûr, n'est pas salée. Alors si vous allez mettre un faux, vous mettez faux une croix ici. Alors, ici, je passe à la troisième case. Un gaz ne peut pas être saisi avec les doigts. Bien sûr, c'est vrai, il ne peut pas être saisi avec les doigts. Vous mettez une croix là, au-dessus de vrai. Alors ici, la dernière case, le salé représente 97,2% de volume sur le globe terrestre. Bien sûr, c'est vrai. Alors voilà, ici, je répète, vous avez ici un vrai. Alors ici, l'eau de rivière et les fleuves sont salés, vous mettez ici un faux. Alors qu'un gaz ne peut pas être saisi avec la main, bien sûr, c'est vrai. Et la dernière, c'est vrai. Alors maintenant, pour gagner du temps, on passe au paragraphe, l'exercice suivant. Ici. Alors ici, l'exercice 2 dit, quels sont les réservoirs naturels de l'eau? Alors, c'est-à-dire, où trouve-t-on l'eau en général? Alors, je vais mettre ici exercice 2. Alors, exercice numéro 2. Alors, les réservoirs
de l'eau ou ce qu'on appelle les hydrosphères. Alors, donc ici, petit 1, les réservoirs des eaux naturelles, Alors ici, des eaux naturelles. Alors ici, alors vous mettez, alors donc quels sont les réservoirs? On a dit les eaux souterraines, les eaux souterraines. Voilà. Ici, les eaux des mers et des océans, des mers et des océans, des puits, des rivières, etc. Donc ici, et on a aussi, donc il y a donc les neiges, les eaux des neiges, ici, ben, c'est ça. Ben, ici, des nuages, etc. Donc voilà quelques réservoirs, bien sûr, des eaux naturelles. Donc la deuxième question aussi, je passe ici, on met un peu de sulfate de cuivre anhydre sur des substances qui sont situées dans le tableau suivant. Alors ici, pour détecter l'eau dans nos aliments, on utilise ici un sulfate de cuivre anhydre, bien sûr de couleur blanche. Une fois ajouté sur une substance qui contient de l'eau, bien sûr, il va devenir bleu. Alors ici, vous avez un tableau là, bien sûr, pour dire est-ce que ces aliments-là ou ces objets-là contiennent de l'eau ou pas. Alors, vous avez des substances. Je vais tracer ce tableau-là. Alors ici, vous avez un tableau à tracer. Alors, les substances, ils sont là. Alors, vous avez substances. Alors ici, des substances ici, la couleur du sulfate de cuivre. Donc, vous allez ici, couleur du sulfate de cuivre, anhydre, bien sûr. Alors, ici, il est de couleur blanche, c'est blanc. Alors ici, lorsque vous l'ajoutez au lait, donc le lait, on sait que le lait contient de l'eau, alors il va devenir bleu. J'écris là, donc ici, la couleur, il va devenir bleu. La couleur que va prendre le lait une fois, on l'a ajouté à la sulfate de cuivre anhydre, donc il va devenir bleu parce que le lait contient de l'eau. Vous mettez ici, on va mettre ici, voir la deuxième, l'alcool, donc alcool ici. Ben, si on l'ajoute, bien sûr, on va ajouter quelques gouttes d'alcool au sulfate de cuivre anhydre, donc il n'y a pas de changement. Donc le sulfate de cuivre reste blanc, donc il va, pas de changement de couleur, pas de changement de couleur. C'est ça. Alors, je passe à la dernière. Vous avez la pomme. On sait que la pomme contient de l'eau. Donc ici, lorsqu'on ajoute, alors il devient bleu parce qu'il contient l'eau. Et c'est un moyen qui nous permet la détection de l'eau dans nos aliments. Vous avez le pain. Alors ici, je l'écris en noir. Vous avez le pain. Alors, il contient bien sûr, il contient de l'eau. Alors, lorsqu'on l'ajoute, bien sûr, il va prendre la couleur bleue aussi. Donc ici, il va être bleu. Voilà pour cet exercice. Alors ici, je passe à l'exercice suivant. Alors là, ici, vous avez la chose laissée à compléter. Bien sûr, on va essayer de traiter les changements d'état de la matière, c'est-à-dire le changement qui se transforme, qu'il y a une transformation d'un état à l'autre selon les conditions climatiques de l'eau dans la nature. Alors ici, vous avez dans ce tableau-là, ici vous avez la fusion. Qu'est-ce que ça veut dire la fusion? C'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Et vous avez là ici dans ce cadre-là, ici l'eau liquide. Alors, l'eau liquide, d'où il est venu? Donc il est venu de
la glace, bien sûr, parce que en faisant la fusion, on va avoir l'eau liquide. Alors ici, lorsqu'on a ici, en passant d'ici jusque-là, on a une condensation. On sait que la condensation, c'est le passage d'un corps de l'état gazeux à l'état liquide. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre, donc ici, c'est la vapeur d'eau. Donc, je vais tracer cette séquence, cet exercice-là, pour récapituler ce qui a été fait dans le cours. Alors, je vais le tracer tout de suite pour gagner du temps. Voilà. Ici, vous avez la troisième question. On va compléter. Troisième question. On complète. Compléter. Alors ici, lorsqu'on essaie de compléter ce schéma-là, si c'est vite fait, alors ici, vous avez une case. On va essayer de mettre ce qu'il faut. Alors, la deuxième et la troisième. Voilà, ici. Alors, vous avez de passage ici à cette case-là à l'autre. Ici, on a l'eau liquide. L'eau liquide. Voilà. Ici, puisqu'ici, on passe de cet état à l'autre, ici, c'est ce qu'on appelle la fusion. Donc ici, fusion. On a dit que la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, on va mettre ici l'eau solide. L'eau solide. Voilà. Ici, on va mettre la glace. Voilà. Alors ici, l'inverse, comme vous voyez là, ici, le passage de là à là, donc c'est ce qu'on appelle la solidification. Alors ici, vous avez le sens inverse, c'est ce qu'on appelle la solidification. La solidification. Voilà. Alors ici, on a ici de même, dans ce schéma-là, le fait de passer de cet état à l'autre. Ici, vous avez la condensation. Si vous avez la condensation, c'est-à-dire que pour passer d'un état, pour voir l'eau liquide ici, on a dans ce cas-là, donc l'eau, gaz ou la vapeur, l'eau, gaz, donc l'eau sous forme de gaz ou la vapeur d'eau. Ici, la vapeur d'eau. Alors ici, la condensation, c'est le fait de passer de l'état gazeux à l'état liquide. Alors l'inverse, bien sûr, bon, ça s'appelle, alors ici, alors je vais le mettre avec une autre couleur. Alors l'inverse ici, de passer de l'état liquide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. C'est ça, donc la vaporisation. Voilà, ici, on avait terminé avec la question 3. Bon, la question 4, donc on a des instruments à utiliser dans le laboratoire. Je vous ai cité 2, ici, qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici, vous avez de sa forme, c'est ce qu'on appelle une Erlenmeyer. Ici, vous avez une éprouvette graduée. C'est facile à savoir. Vous avez ici, comme j'ai dit, le nom de la verrurie, de cette verrurie-là, c'est ce qu'on appelle une Erlenmeyer. Et vous avez ici une éprouvette qui est graduée, qui nous sert à mesurer le volume d'un liquide. Alors, je passe à ce qui suit. Voilà, ce qui est essentiel maintenant, à savoir dans l'exercice 3. Bien sûr, je vais le relire. Alors, grand 1, donc on réalise l'expérience suivante. On a envie, à partir de cette expérience, de déterminer le volume d'un corps de forme géométrique quelconque. Alors, sur quoi on va se baser? On va se baser sur cette expérience en prenant une éprouvette graduée avec un volume de liquide V1, ici, et à la fin, on va tremper donc l'eau solide dans l'éprouvette et on voit que le niveau de l'eau a augmenté. Alors ici, c'est cette méthode qui nous permet, bien sûr, de mesurer le volume d'un corps quelconque de forme géométrique complexe. Alors vous avez ici la façon de mesurer le volume de façon exacte. Ici, vous avez 3 positions. Alors, quelle est la position qui est la plus vraie? C'est celle de B, puisqu'ici, vous avez l'observateur, l'œil de l'observateur est horizontal à la surface de liquide. Alors, je relis la première non.
la première question, pardon. Donnez le nom de l'instrument qui contient le liquide. Alors ici, cet instrument-là, comme je viens de dire avant, ici, c'est une éprouvette graduée. Bon, je l'écris tout de suite là. Alors, j'efface. Ici, donc, ici, la première question. Alors, ici, exercice 3. Exercice numéro 3. Alors, ici, la question, elle est là. Donnez le nom de l'instrument. Donc, le nom de l'instrument où existe l'eau, bien sûr, ou qui contient l'eau, qui contient l'eau, bien sûr, c'est une éprouvette graduée. Bon, je l'écris là, avec une éprouvette graduée. Éprouvette graduée. Voilà. Ici, la deuxième question, c'est, bon, voilà la première, bon, la deuxième. Alors ici, il nous a dit, sélectionne la vraie, ici, sélectionner le vrai mode de lecture. Est-ce que c'est A ou B ou C? Comme j'avais dit, bon, bien sûr, ici, vous avez des positions là, de A et B, C, de l'observateur, bien, celle qui est vraie, bien sûr, c'est B. Alors ici, donc, la vision, ou je dis ici, donc, quelle est la position qui est vraie? Donc, la position qui est vraie, c'est B, bien sûr. La position qui est vraie, c'est, bien sûr, je l'écris là avec une autre couleur, c'est B. La position, c'est la position B. Bon, la position B, car il faut qu'il soit horizontal au ménisque de liquide. Alors, la troisièmement, ici, je me dépêche un petit peu pour regarder du temps. Alors, indiquer le volume d'une graduation. Alors, comme j'avais dit avant, pour déterminer le volume d'une seule graduation, je vais essayer de prendre deux chiffres consécutifs, alors 70 et 50. Alors, je vais le faire ici, le volume d'une graduation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Alors, je vais prendre, comme j'ai dit, deux chiffres successifs, donc 50 et 70. Je vais faire retrancher 50 et 70 et je vais diviser par le nombre de graduations entre 50 et 70. Alors, vous avez ici le nombre de graduations qui existent entre ces deux chiffres consécutifs. Vous avez 10 graduations. Alors, je vais mettre ici, dans mon 70 moins 50 sur 10. Alors, ça fait 20 sur 10, ça va vous donner deux graduations. Alors, ici, vous avez 2 millilitres. Alors, lorsque je passe d'une graduation à l'autre, bien sûr, je vais ajouter 2 millilitres. Alors, parce que l'unité, ici, utilisée, c'est le millilitre que vous voyez là, au haut de l'éprouvette. Alors, je passe à la question suivante. Déterminer le volume de liquide V1. Alors, le volume, alors ici, c'est la quatrième question. Alors, le volume du liquide V1. Donc, ici, V1. Alors, ben, c'est facile à faire. Vous avez ici le chiffre avant le niveau de liquide, c'est 30. Alors, j'ajoute chaque fois que je déplace d'une graduation à l'autre, j'ajoute 2 millilitres. Alors, ici, ça fait 30, 32, 34, 36, 38, alors ça fait 40. Alors, le volume V1 est égal à 40 millilitres. Alors, vous avez ici 40 millilitres. Alors, je passe à la question 5, déterminer le volume du liquide et du solide à la fois. Donc ici, vous avez le liquide là, le liquide et le solide à la fois. Je vais déterminer leur volume. Alors, je passe ici, j'efface cette partie. Voilà, ici, là, j'efface et je vais la diviser en deux. Voilà, ici. Alors, là, donc ici, vous avez la cinquième question. Cinquièmement, alors le volume. Donc, le volume V2 du solide et liquide à la fois. Et liquide. Voilà. Donc, ici, V2, je vais le déterminer à partir
de celle-là. Vous avez ici 50, 52, 54, 56, alors 58, alors 60, 62 et 64. Alors ici, vous avez le volume ici, indiqué bien sûr sur l'éprouvette, c'est 70. Alors je vais refaire les calculs. Donc ici, vous avez ici 52, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 64, pardon. Ça fait 64 millilitres. 64 millilitres. Voilà. Ici, il me reste à avoir la dernière. Bien sûr, ici, vous avez sixièmement déterminé le volume de solide. Déterminer le volume du solide. Le volume du solide VS. Alors, on a cette, bien sûr qu'on avait toujours vu. Alors, pour déterminer le volume de solide, on n'a qu'à retrancher, bien sûr, 40 de 64. Vous avez ici 64 moins 40, ça va vous donner 24 millilitres. Voilà. C'est ça le volume de ce solide-là. Alors ici, bien sûr, j'ai expliqué comment déterminer le volume d'un solide. La chose à faire, bien sûr, il ne faut pas que ce solide soit soluble dans le liquide. Voilà la condition afin qu'on puisse utiliser cette méthode. Alors, ici, je dis, pour utiliser cette méthode pour déterminer le volume d'un solide quelconque, une chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut ce solide-là ne soit pas soluble dans le liquide. Alors ici, ma leçon se termine là. Je souhaite que vous soyez en bon état, donc ici, et je suis clair avec vous aujourd'hui. Et merci.